Salut tout le monde, c'est Kirbando et bienvenue dans ce nouvel épisode du point Champiculture qui vous parlera d'une console Nintendo, de ses Vaporware, comme dit dans l'épisode précédent, mais aussi de ses démos techniques. En quelques mots, les démos techniques sont des applications créées à des fins marketing pour présenter les fonctionnalités d'une console ou juger l'intérêt porté à un futur jeu. Elles peuvent avoir un niveau différent d'interactivité qui va d'une simple vidéo à une démo courte mais jouable. Elles ont rarement pour but d'évoluer en des jeux complets. Dans cet épisode, je vous parlerai de la GameCube, qui est une console de salon de Nintendo, successeur de la Nintendo 64 et prédécesseur de la Wii. Elle sort le 14 septembre 2001 au Japon, le 18 novembre 2001 aux USA et le 3 mai 2002 en Europe. Seulement 22 millions de consoles seront vendues dans le monde. C'est un succès plutôt mitigé qui expliquera finalement le revirement de Nintendo pour l'ère de la Wii. Sa production prendra fin le 31 août 2007 au Japon et le 5 juin 2008 aux USA. Durant sa longévité, elle aura connu une vingtaine de jeux Mario. Le jeu Mario le plus vendu de la console, qui est aussi le jeu le plus vendu de la console tout court, c'est Super Smash Bros. Melee. Le jeu sorti le 21 novembre 2001 au Japon, le 3 décembre 2001 aux USA et le 24 mai 2002 en Europe sera vendu à 7 millions d'exemplaires. Ce fut une grosse surprise car à l'époque du premier Super Smash Bros sur Nintendo 64, Nintendo pensait à ne jamais sortir le jeu en dehors du Japon, pensant que le jeu ne marcherait pas à l'international. Et cette fois le jeu a marché plus qu'espéré. Le deuxième jeu Mario le plus vendu de la GameCube est Mario Kart Double Dash. Sorti le 7 novembre 2003 au Japon, le 17 novembre 2003 aux USA et le 14 novembre 2003 en Europe, il s'est vendu à 6,95 millions. C'est une surprise plutôt relative étant donné que les Mario Kart sont souvent les jeux Mario les plus vendus de toutes les consoles. Le troisième jeu Mario le plus vendu est Super Mario Sunshine. Sorti le 19 juillet 2002 au Japon, le 28 août 2002 aux USA et le 4 octobre 2002 en Europe, il se sera vendu à seulement 6,3 millions d'exemplaires. Super Mario 64 était le jeu le plus vendu de la Nintendo 64, mais Super Mario Sunshine ne réitérera pas ce succès. C'est difficilement explicable, surtout que Super Mario Sunshine s'est quand même vendu 2 fois moins que Super Mario 64. Cela est peut-être dû à des critiques mitigées lorsque le jeu est sorti, et peut-être l'attente due à ce fameux Super Mario 128 dont je vous reparlerai juste après. Commençons par les démos techniques. La GameCube compte 4 démos techniques. La première démo technique va en surprendre plus d'un car il s'agit de Luigi's Mansion. En effet, Luigi's Mansion est l'un des rares jeux à avoir eu une démo technique qui s'est transformée en jeu complet. Le premier trailer, datant du Space World 2000, était surtout un test des capacités de la console, et certainement un test du potentiel du jeu qui était en effet assez risqué. On n'avait encore jamais vu de jeu Mario horrifique. Le succès du trailer lors du Space World conforta Nintendo dans son idée d'en créer un jeu complet. Une petite information, le jeu devait être à l'origine jouable en 3D stéréoscopique grâce à un add-on de la GameCube qui n'est jamais sorti. Il faudra attendre la Nintendo 3DS et Luigi's Mansion 2 des années plus tard pour voir pour la première fois Luigi se combattre contre des fantômes en 3D stéréoscopique. La seconde démo technique, que certains d'entre vous doivent connaître s'ils étaient abonnés au Nintendo Magazine à l'époque, c'est Mario Kart for Nintendo GameCube. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a un Mario Kart sur GameCube, il s'agit de Mario Kart Double Dash. Cependant, bien avant d'annoncer le jeu, à l'E3 2001, Nintendo a présenté une démo technique de Mario Kart for Nintendo GameCube qui devait être le prochain Mario Kart. Dans cette démo technique, on observe que Mario Kart for Nintendo GameCube ressemble beaucoup à Mario Kart 64. Cette démo technique était surtout là pour faire la promotion de la GameCube et dire qu'un Mario Kart allait finir un jour ou l'autre à arriver. Mario Kart Double Dash sortira 2 ans plus tard. C'est donc pour ça qu'à cette époque, Nintendo devait certainement très bien savoir que ce jeu ne ressemblerait en rien à l'original. Cependant, pour des raisons diverses, Nintendo a préféré ne pas présenter toutes les fonctionnalités de Mario Kart Double Dash à l'époque et juste faire la promotion d'un Mario Kart qui ressemblait à un Mario Kart classique. La troisième démo technique est le très célèbre Super Mario 128. Présenté via un très court trailer lors du Space World 2000, on pouvait observer 128 Mario,
se déplacer sur un disque, marcher, dormir et réaliser plusieurs actions. Super Mario 64 avait été un tel succès critique que bien des gens auraient voulu une suite spirituelle à Super Mario 64, bien plus proche de l'original que ne l'a été Super Mario Sunshine. C'est pour ça que Super Mario 128 promettait un peu cela. Cependant, il faut savoir que Super Mario 128 est bien une démo technique et non un jeu Mario annulé. En effet, en 2001, Super Mario Sunshine sera présenté. On peut donc en déduire très facilement qu'en 2000, lorsque la démo technique de Super Mario 128 a été présentée, le jeu Super Mario Sunshine était déjà en préparation. Ainsi, Nintendo n'aurait pas pu faire un revirement complet sur tout le concept du jeu en moins d'1 an. Le jeu fera cependant un énorme buzz auprès des journalistes et des gamers, et les gens l'attendront pendant très très longtemps. Des gens l'attendent certainement encore aujourd'hui. Cependant, Miyamoto lui-même déclara à l'E3 2005 « Je suis désolé que vous ayez cru qu'il existait un Mario 128. Ce n'est pas le cas. Nous travaillons actuellement sur un Mario qui accompagnera la révolution et qui sera, lui, très innovant. » Il parlait de Super Mario Galaxy pour la Wii. En 2007, il reviendra cependant sur ses propos pour les nuancer et dira que Super Mario 128 avait évolué en Pikmin. La dernière démo technique, et pas des moindres, est beaucoup moins connue. Il s'agit de Peach's Castle. En 2001, Nintendo envoie à des développeurs une démo technique pour montrer les capacités de la GameCube. Il s'agissait d'un logiciel dans lequel le joueur contrôle une flèche rouge et visite des salles du château de la princesse Peach, appelé Peach Castle, qui est du vieux français pour dire château. Chaque salle montrait ainsi une feature de la GameCube. Le joueur commençait dans l'entrée du château. Il pouvait observer les murs, observer la fontaine, observer les lustres, pour voir que la GameCube était capable de gérer beaucoup d'animations à la fois. Ensuite, le joueur pouvait entrer dans le dôme. Le dôme était une salle assez vide, car elle présentait surtout la possibilité de la GameCube d'afficher d'énormes textures, comme on peut les voir sur le sol et sur les murs. La salle suivante, l'escalier en spirale, était, comme son nom l'indique, un énorme escalier en spirale. On pouvait observer deux nouvelles features de la GameCube, la première étant la gestion des ombres, et la seconde, quelque chose de très important, c'était la génération de relief, comme vous pouvez le voir sur les différents vitraux. Ensuite, le joueur pouvait accéder au hangar. Dans cette salle, on pouvait voir un énorme avion, mais aussi des grillages. Tout cela permettait de présenter aux joueurs et aux développeurs les techniques d'anti-aliasing de la GameCube. L'anti-aliasing ou anti-crénelage est une technique permettant de donner l'illusion que les bordures d'un objet sont arrondies en changeant légèrement la couleur des pixels pour qu'ils se fondent avec le décor. Ensuite, le joueur était invité à aller dans la cave. Dans la cave, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de lampes qui bougent dans tous les sens et de différents projecteurs. Cela permettait en fait de montrer que la GameCube était capable de générer les lumières locales de manière assez dynamique. C'est-à-dire qu'on pouvait illuminer certaines zones très facilement sans exploiter beaucoup de ressources. Ensuite, la salle de projection est une salle assez particulière. Déjà, elle permettait de présenter les textures projetées, c'est-à-dire tout ce qui est des textures collées sur une autre texture, mais qui peuvent se déplacer dynamiquement. Mais pour ce faire, Nintendo avait utilisé différents objets, comme par exemple des cœurs, des ronds, des étoiles, ainsi qu'un écran, comme dans une salle de rétroprojection, avec différentes GameCube dessus, et on pouvait observer donc différents coloris de la GameCube, dont un coloris de la GameCube qui ne sortira jamais, c'était une GameCube rose. Salle suivante, Metal Mario, avait comme son nom l'indique, une statue de Mario en métal en son centre. En fait, cette statue, très clean, permettait de présenter la feature de réflexion de la GameCube. Comme on peut le voir, la statue de Mario permettait de réfléchir les différents objets qui se trouvaient autour de manière très intelligente. La dernière salle, très particulière, s'appelait How Many Coins, ce qui veut dire combien de pièces. En gros, le joueur avait dans une salle toute blanche, un bloc central avec un point d'interrogation, le bloc typique dans les Super Mario Bros. Par la pression d'un bouton, on pouvait faire sortir des pièces de ce bloc, des pièces et des étoiles. Et ainsi, on pouvait le faire plusieurs fois pour faire sortir énormément de pièces à l'écran. Et cette salle présentait en fait une feature très importante de la GameCube,
c'était le fait qu'elle pouvait supporter un nombre très important de polygones affichés en même temps à l'écran. Cette démo technique magnifique présentait donc la GameCube sous son plus beau jour. On peut voir que la GameCube était capable d'énormément de features compliquées, et qu'en plus de ça, comme vous avez pu le voir, cette démo est magnifique. Cependant, il faut savoir que cette démo réalisée par Nintendo eux-mêmes était faite de manière très optimisée. C'est-à-dire que même si elle tournait donc réellement sur une GameCube, elle était tellement optimisée qu'il était en soi impossible que quelque chose n'y tourne pas. Nintendo avait fait en sorte de mettre les meilleurs développeurs sur ce produit pour faire en sorte qu'il soit programmé de la manière la plus propre possible. C'est pour ça que n'importe qui extérieur à Nintendo serait incapable de réaliser une démo technique qui tournerait de manière aussi fluide sur la GameCube. Peach Castle est donc l'exemple flagrant d'une démo technique créée pour promouvoir les features de la console sans jamais avoir la volonté de devenir un jeu complet. Et il faut savoir que c'était vraiment une démo technique pour les développeurs, donc pour les professionnels, et qu'elle n'a jamais été montrée au public ou aux journalistes. Passons maintenant au Vaporware, et on va commencer avec Donkey Kongo Blast. Présenté par un simple trailer à l'E3 2006, ce jeu continuera d'être présenté chaque année aux différents E3. Il s'agit d'un jeu de course avec Donkey, Diddy Kong, Funky Kong, même des Kremlings, qui sont les crocodiles ennemis des Kong dans les Donkey Kong Country, et bien d'autres personnages. Il utilise les bongos de la GameCube pour permettre aux joueurs de se contrôler. En effet, chaque Kong a 2 bongos accrochés à lui qui lui servent en fait de réacteur. De ce fait, appuyer sur le bongo de droite permet d'accélérer, en gros, le bongo de droite sur le personnage dans le jeu. C'est pour ça que le jeu allait vraiment en adéquation avec le contrôleur, comme les Donkey Konga sortis plus tôt. La GameCube se faisant vieille, le jeu sera annulé puis reporté sur Wii. La Wii n'utilisant plus vraiment les bongos, le gameplay changera, et même si dans le jeu, les Kong utiliseront toujours des bongos pour se déplacer, au final, le joueur devra utiliser la Wiimote et le Nunchuck pour se déplacer. Il changera alors de nom et s'appellera Donkey Kong Jet Race en Europe. Mais il y a 2 autres Vaporware qui ont aussi été prévus un jour sur GameCube et qui ont changé de console. Le premier étant Super Paper Mario. Il s'agit d'une anecdote vraiment bien connue, mais j'étais bien obligé d'en parler dans mon épisode. De ce fait, à l'E3 2006, Super Paper Mario sera annoncé comme étant le nouvel épisode de la série des Paper Mario, devant sortir sur la GameCube et la Wii. Sûrement aussi parce que la GameCube se faisait vieille, le jeu deviendra exclusif Wii en 2007. Parlons maintenant de Yoshi Touch & Go, étrangement prévu sur GameCube à un moment. Hiroyuki Kimura, directeur de Nintendo EAD, et Keizo Ota, chef programmeur, ont dit dans une interview que Yoshi Touch & Go devait être un jeu de plateforme avec Yoshi sur GameCube et sur Nintendo DS. En 2004, ils présenteront une démo technique sur Nintendo DS nommée Ballon Trip. Il s'agissait d'un test pour évaluer l'intérêt autour du jeu. De ce fait, le jeu a plu et Nintendo a dit qu'il ne pouvait plus faire demi-tour et que Yoshi Touch & Go, qui était en fait Ballon Trip déguisé, devait sortir uniquement sur Nintendo DS et plus sur GameCube. Malheureusement, ce Vaporware n'a aucune image ou vidéo. Le dernier des Vaporware que je vais présenter ici est certainement celui qui est le plus regretté par ceux qui connaissent son existence, car il s'agit de Donkey Kong Racing. Comme son nom l'indique, il s'agissait d'une suite de Diddy Kong Racing développée par Rareware. Présenté par un simple trailer lors du Space World 2001, le jeu devait sortir en 2002. Il s'agit tout simplement d'un jeu de course avec Donkey Kong et ses potes qui montent sur des animaux. Les personnages jouables confirmés via le trailer sont donc Donkey Kong, Tinny Kong, Diddy Kong, Taj, l'éléphant bleu et génie dans Diddy Kong Racing, et Kiddy Kong, qui aurait fait sa seule apparition depuis Donkey Kong Country 3. Au niveau des montures, il est difficile de savoir dans le trailer quels animaux étaient vraiment des montures et quels animaux étaient simplement des décors. De ce fait,
on est quasiment certain qu'on pouvait monter sur Rambi le rhinocéros, Ellie l'éléphant, Expresso l'autruche, Engarde l'espadon et Désinger. L'excitation grandira encore plus lorsque Rareware fera passer un communiqué de presse pour donner de nouvelles informations sur le jeu. Ainsi, on apprend que les animaux seront upgradables durant la course en mangeant différentes nourritures, que le jeu sera jouable jusqu'à 4, que des événements particuliers arriveront durant la course, par exemple que le soleil se couche ou que les feuilles des arbres bougent au gré du vent, etc. De plus, les joueurs pourront changer d'animaux durant la course, et il y aura même la possibilité de tomber de son animal, et ainsi de devoir courir à pied pour en attraper un autre. Malheureusement, en 2002, Rareware est racheté à 100% par Microsoft. Les jeux Rare devant sortir sur console Nintendo sont donc annulés les uns après les autres, et Donkey Kong Racing sera le seul jeu Donkey Kong produit par Rareware qui ne sera jamais annulé officiellement. Nous apprendrons cependant bien plus tard que le jeu n'a pas vraiment disparu et qu'il a évolué. Ainsi, Rareware l'a renommé en Sabreman Stampede et veut le sortir sur Xbox. Le jeu est quand même grandement différent, mais certains concepts restent les mêmes. Il est ainsi toujours possible de se déplacer à dos d'animal, et on peut changer d'un animal à l'autre simplement en attrapant un autre animal avec son lasso. Malheureusement, il sera aussi annulé. En effet, fin 2004, la 360 s'apprête à sortir, et Cameo, jeu qui devait à l'origine sortir sur Xbox et qui a été repoussé sur la Xbox 360, doit impérativement sortir pour le lancement de la console. Ainsi, Rareware met Sabreman Stampede en stand-by pour que toutes les équipes du jeu viennent aider le développement de Cameo. Finalement, le développement du jeu ne sera jamais repris et il sera annulé officiellement 6 ans plus tard. Mais quelques idées du jeu furent vraisemblablement reprises pour le développement de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, sorti sur Xbox 360. Ce qui est quelque part assez ironique, c'est que Diddy Kong Racing sur Nintendo 64 était le premier jeu dans lequel Banjo était un personnage jouable. C'était même sa première apparition. Ainsi, Donkey Kong Racing est annoncé, puis annulé, retravaillé en Sabreman Stampede, à nouveau annulé, et une partie de lui passe dans Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. De ce fait, même le dernier jeu Banjo à ce jour a quelque part une histoire commune avec Diddy Kong. Pour conclure cet épisode, il y a plusieurs choses que je voudrais dire. Déjà, comme pour l'épisode précédent, que les informations contenues dans cet épisode sont susceptibles de changer à tout moment, car ce sont des informations qui arrivent sur le net de manière assez aléatoire. C'est pour ça que, qui sait, peut-être que dans quelques années, il y aura 4 nouveaux jeux, Vaporware ou démo techniques, à ajouter à ma liste. Cependant, je voudrais aussi dire que toutes les informations contenues sont souvent des travaux de longue haleine et de recherche sur le net, que j'ai moi-même fait, mais les informations viennent à l'origine de sites divers, dont un site très important qui s'appelle Unseen64, donc Unseen64, et je vous invite vraiment à aller le consulter, parce qu'il a des informations sur quasiment tous les jeux annulés depuis toujours, que ce soit des jeux Mario, des jeux Zelda, des jeux Star Fox, des jeux Nintendo, même des jeux Sony, des jeux Microsoft, qu'importe. Donc je vous invite vraiment à aller consulter ce site. Je vais vous laisser le lien en commentaire. Comme ça, vous pourrez trouver vraiment toutes les informations que vous voulez sur tous les jeux annulés depuis toujours. Et donc, je tiens vraiment à remercier ce site qui, sans lui, il n'y aurait certainement pas aujourd'hui de cette émission du Point Champiculture. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!